Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff avec son invité, le député insoumis François Ruffin, auteur du livre « Il y est où le bonheur », publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors justement, François Ruffin, on parlait de ça, et sur le fond, on n'est pas du tout, effectivement, de bords différents. Le problème, vous citez, et à juste titre, Jean Jaurès, et c'est Jean Jaurès qui a dit, faut faire attention, je veux dire, faute de changer les choses, souvent on change de mots. Et malheureusement, certains des princes qui nous gouvernent font ça avec une espèce d'habileté sans nom, et pas seulement. On le voit dans toutes les manifestations. Je voudrais juste revenir sur quelque chose, parce que vous avez été de ceux, vous savez, il y a la fameuse... on parlait justement de mots, islamophobie et autres, et vous avez été de ceux qui n'ont pas participé à la manifestation contre l'islamophobie le 10. Moi, je voudrais vous poser une question que m'a posée, et d'ailleurs, sachant que, c'est pas pour vous, mais pour effectivement une certaine partie de la gauche, que m'a posé un écrivain égyptien qui s'appelle Ahmed Abdel Samad. Il m'a dit, il y a une chose que je comprends pas, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Il dit, la gauche a toujours été, depuis Karl Marx qui disait, la religion c'est l'opium du peuple. Et la gauche a toujours été, effectivement, pour les Lumières, pour combattre l'obscurantisme, pour, évidemment, la laïcité, par qui a été promue la laïcité, contre l'église catholique de l'époque, la promotion de la femme, l'égalité, etc., etc. Bon. Et il dit, je ne comprends pas que sur cette histoire d'islamophobie, une partie de la gauche se fige, se soumet. Je ne comprends pas. Je me fais le porte-parole de cet écrivain égyptien pour vous demander pourquoi. Moi, j'ai pas un sentiment d'une soumission. Moi, je pense qu'il faut replacer ce qui se passe là dans un contexte. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron en pensant qu'il faisait barrage au Front National, ou au moins à ses idées aussi. Et il y a eu un temps qui a été le temps Gilets jaunes, qui reste quand même pour moi la grosse séquence sociale importante. Qu'est-ce qui se passe à la sortie du temps Gilets jaunes? C'est Emmanuel Macron décide de faire le grand débat, avec un certain allant, et de poser l'immigration comme problème dans le grand débat. Alors que sur les ronds-points, c'était pas du tout un problème majeur. Par exemple, les questions de santé étaient très fortes sur les ronds-points. Comment on va être soigné, la sécurité sociale, l'hôpital. On voit qu'avec la question des urgences, ça continue de se poser aujourd'hui. Or, Emmanuel Macron dit pendant le grand débat, les questions de santé, on n'a pas le droit d'en parler. En revanche, allons-y sur l'immigration. Et là... Par pure politique, mais oui, par pur opportunisme. On peut se poser des questions sur l'immigration, mais on voit bien que quand on le place sur le débat public, à ce moment-là, il s'agit d'opérer quoi? Une diversion et une division. Et la séquence, il l'a construit mentalement, il l'a construit comme ça, dans un duel organisé avec Marine Le Pen, en allant sur ce terrain-là, pendant tout l'automne, en plaçant l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions à poser, mais en posant la question des quotas, en posant la question, en agitant le voile comme un espèce de toréador dans l'arène. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-dessus, il va pouvoir opérer une division des classes populaires et venir détourner la colère. Vous savez, moi, dans ma circonscription, dans la Somme, je me suis bagarré pendant ma campagne pour opérer l'inverse. C'est-à-dire que quand je suis sur le parking des Whirlpool et que je vois les gens et qu'ils me disent « bon, l'usine, elle ferme » et qu'en même temps, ils s'en prennent aux réfugiés, je leur dis « mais attendez, est-ce que c'est les réfugiés qui ferment l'usine ou est-ce que c'est votre PDG qui est à 6000 km d'ici? Est-ce que c'est Vanguard Group, le fonds de pension? Est-ce que ce sont les actionnaires? Qui est votre véritable adversaire ?» Et là, Emmanuel Macron, il est dans une séquence où il construit les immigrés et les musulmans comme un adversaire où il agite le chiffon rouge. On est dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il y a un attentat qui est commis à Bayonne, qui est un attentat grave. Et il y a pas de déplacement sur le terrain d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas une prise en compte de la peur. Oui, mais pardon François Ruffin, on va pas faire de concurrence victimaire, c'est la dernière chose à faire. Il y a eu effectivement un attentat grave, mais qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'il y a eu depuis 5 ans? Oui, mais d'accord. Qu'est-ce que c'est par rapport à Nice, par rapport au Bataclan, par rapport à tout le reste? Je n'oppose pas, vous savez, chaque fois qu'il y a un pompier, un gendarme, une personne... Arnaud Beltrame. Une personne de confession juive qui est maltraitée, nous nous levons dans l'hémicycle pour lui rendre hommage et nous applaudissons. Bien sûr, et il faut le faire pour tout le monde. Mais oui, et il n'y a pas le même mouvement qui s'est déroulé là, en l'occurrence. Et donc, dans ce climat où on a l'impression d'une instrumentalisation par l'État, par le sommet, par le chef de l'État, de cette question-là, qui est des gens qui se disent on ne peut pas laisser faire ça. Et après,
avec peut-être une confusion. Avec beaucoup de confusion. Avec une confusion. Je n'en ai pas été, je dis pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas allé, franchement ? Parce que je ne suis pas à l'aise avec les questions religieuses et confessionnelles quand elles se mêlent de politique. C'est clair. Mais je le dis pour ça, pour la religion musulmane, comme je pourrais le dire pour d'autres manifestations. Vous êtes pour la religion dans le privé, pas dans le public. Et où je ne me suis pas trouvé, y compris quand c'était d'autres confessions. Mais voilà. Mais en même temps, je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent. Moi, je ne me sens pas à l'aise à cet endroit-là. Donc, je n'y vais pas. Mais je comprends néanmoins qu'il y ait des gens qui le fassent et qui, dans un moment où ils ont d'un sentiment d'abandon, viennent faire collectif pour dire nous existons dans la société française, nous vous demandons de nous protéger. Et après, quel est le sens qui est à donner à la manifestation ? Vous savez, quand on a commencé sur les Gilets jaunes, moi, tout de suite, j'ai dit j'y vais. Mais le sens qu'allait être le mouvement des Gilets jaunes, on l'ignorait. Oui. Et c'est le fait d'y être qui fait que ça donne un sens aussi. Tout à fait. Mais c'est pas du tout la même chose, vous le savez. Le Gilet jaune, c'était une pression à la fois sociale et je suis d'accord, je ne nie pas. Mais vous savez bien. Là, la lecture de la manifestation de dimanche, elle peut être deux choses. Elle peut être une contestation de la laïcité parce que maintenant il devrait y avoir l'autorisation de porter le voile pour les fonctionnaires, mais c'est pas ce qu'on a entendu dans la manifestation, ou une demande que la laïcité protège la possibilité d'avoir sa religion en paix. Bon, il peut y avoir un combat d'interprétation et un combat sur l'orientation. Mais est-ce que la gauche ne devrait pas être, très franchement, est-ce que la gauche, je ne parle pas de la France insoumise spécialement, etc., est-ce que la gauche ne devrait pas être beaucoup plus claire là-dessus, et elle ne l'est pas? En tout cas, moi je suis. Par exemple, moi je le suis. Oui. Je suis, alors pour reprendre une formule de Mitterrand, mais c'était sur le domaine économique, il disait ni nationalisation, ni privatisation. Moi je suis pour ni. Aujourd'hui, je suis pour qu'on ne bouge pas sur la loi de 1905 et sur les lois qui ont resté celles de 2004 et de 2010. Je suis pour que, je le dis, que les personnes qui accompagnent les enfants, par exemple, dans les sorties scolaires, puissent porter le voile. Ça ne me dérange pas, et je vous le dis à titre personnel, puisqu'il m'arrive d'accompagner ma fille à la piscine et qu'il y a la maman de Nada qui porte le voile et ça vous dérange pas, ça me dérange pas. Et en revanche, je suis pour qu'on maintienne le fait qu'un fonctionnaire ne porte pas le voile. Donc voilà, je suis pour un maintien une stabilité, et que je pense que c'est pas là-dessus que la société française doit se déchirer. Oui, tout à fait d'accord. Juste pour finir avec ça, quand un fonctionnaire de Sudrail, de la SN dit « Écoutez, on veut licencier des gens parce qu'ils refusent de serrer la main à une femme », vous n'êtes pas d'accord? Non. On est bien d'accord. Alors, pour revenir au fond et au bonheur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et vous en avez parlé très bien, qu'est-ce qui fait que... d'ailleurs, on voit bien à droite, c'est la même chose, hein, les Républicains et compagnie. À gauche, on voit le paysage aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aucun projet, pour le moment, je ne dis pas que ça se fait, c'est plus facile à en parler qu'à le faire. Qu'est-ce qui fait qu'aucun projet progressiste, au bon sens du terme, ne jaillit? Qu'est-ce qui fait que les gens sont chacun vaque à leurs occupations, soit se communautarisent, soit se clanisent, soit disent moi je m'occupe de ma famille et des gens, et puis le reste j'en ai rien à faire? Qu'est-ce qui fait ça? Et en même temps, le désir d'autre chose, parce qu'en même temps, ils se retrouvent sur les ronds-points pour essayer de construire un autre chose qui est balbutiant. Mais parce que je crois qu'on est dans un changement d'histoire et ça ne se produit pas en un claquement de doigts. On est dans un temps de détachement de l'idéologie dominante. Quelle a été l'idéologie dominante pendant 30 ans? Ça a été concurrence, croissance, mondialisation. La mondialisation heureuse, la croissance fait le bonheur, la libre concurrence non faussée partout en Europe et ainsi de suite. Et les gens sentent aujourd'hui que ce qui devait les enthousiasmer les inquiète et ils le rejettent. Donc on est dans ce temps de détachement de l'idéologie dominante. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est construire un rattachement à autre chose. Et c'est pour ça que moi je pose au cœur de mon dire la question de l'imaginaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que le progrès ? Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que le bonheur? Et c'est là-dessus que la gauche doit travailler pour reproposer un autre sens à ces mots-là. Mais ça veut dire la gauche, elle a été, comme les autres forces, dans un déplacement du curseur. Bon, on va faire grossir un peu le gâteau. Et puis, il y en aura des miettes. Fini, ça. Et puis, on va déplacer un peu le curseur. On va essayer de déplacer un peu le curseur du côté des travailleurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des marges à gratter. Non, mais c'est même au-delà de ça, c'est sur le sens de l'existence. Vous savez, on parle beaucoup de la question des moyens. Il y a un manque de moyens. On me demandait sur l'hôpital. Il y a un manque de moyens pour les hôpitaux. Il y a un manque de moyens pour les enseignants. Soit. Mais aujourd'hui, ce qui mine le plus encore, sans doute, les enseignants, c'est le manque de faim. Quelle est la finalité qu'on fixe, par exemple, à l'éducation nationale? Au 19e siècle, il y avait une finalité claire. C'était former à la fois des citoyens pour la République et des soldats.
Ensuite, il y a une citoyen, une fonction claire, c'était de former pour un niveau il fallait le niveau de qualification. Bon, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Donc, je crois que l'écologie peut apporter une réponse aussi. On va voir. Restez avec nous, François Ruffin. Je vais juste citer ce merveilleux titre de Samuel Beckett qui vous rejoint. Imagination morte, imaginez. Eh bien, venez imaginer avec nous. 0826 300 300. Vous qui écoutez Sud Radio, vous nous appelez dès maintenant. On vous donne la parole dans quelques instants, juste après les informations sur Sud Radio, en compagnie toujours d'André Berkoff et de son invité François Ruffin. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Gauche, droite, laïcité, République, Lumière. Je suis avec François Ruffin et les auditeurs de Sud Radio aussi. Et tout de suite au 0826 300 300, on accueille Bernard. Bonjour à vous Bernard. Oui, bonjour Bernard. Oui, bonjour. Voilà, merci d'avoir pris mon appel. Hein. Je suis content, ça fait pas très longtemps, mais j'ai découvert les vrais débats avec vous, c'est bien. Alors moi, je voudrais dire, j'ai bien aimé ce qu'a dit François Ruffin au début de son intervention, quand il a dit il faut que le lien repasse avant le bien. Il a expliqué en fait le malaise, le bien-être et tout, mais il y a un point quand même qui me chagrine un peu, c'est quand il a parlé du stress dans la société. J'adhère avec lui, mais est-ce que par hasard, quand par ailleurs on soutient tous les mouvements, les lanceurs d'alerte, tous les gens, la résistance civique et tout ça, les gens par exemple, les faucheurs d'OGM, les OGM maintenant ça traumatise tous les gens, dès qu'ils veulent manger, ils veulent savoir s'il y a de l'OGM dedans, et on vient de découvrir que l'étude de Seralini, le mec qui avait dit, soi-disant le pseudo-scientifique qui avait dit que les OGM étaient cancérigènes, il avait complètement bidonné le truc. Moi, ça aussi, ça fait du stress. Puis il y a une autre question que je voulais lui poser. Moi, je comprends qu'ils disent je suis pas d'accord qu'on licencie un type qui veut pas serrer la main d'une femme, etc., dans l'entreprise, etc. Mais je lui rappelle quand même que dans le harcèlement psychologique, quand un supérieur veut virer un collaborateur, les premières choses qu'il commence par faire, c'est plus lui dire bonjour, c'est plus lui serrer la main, c'est l'ignorer. Alors dans quel cas serrer la main c'est grave, et dans quel cas serrer la main c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça. Donc moi j'aimerais bien qu'il s'explique un peu là-dessus. Merci. Eh bien, François Ruffin vous écoute et répond. En tout cas, vous avez déterminé ce qui produit le stress chronique. D'après les épidémiologistes, c'est exactement la situation du supérieur hiérarchique qui ne serre plus la main de son salarié. C'est la dégradation des liens avec son compagnon, avec son cousin. Et c'est ça qui est le gros facteur. J'ai vu le film Joker. Je ne sais pas si vous avez vu le film Joker. Tout à fait. Et la première scène du film Joker, où il se fait arracher, lui vient pour donner de la joie dans la rue. En déguisé en clown et tout ça, et il dit ma mère m'a donné une mission, c'est de répandre le bonheur. Et la première scène est une scène avec l'assistante sociale. Il se fait arracher sa pancarte. Voilà, il se fait taper dessus. Et ensuite, il va voir l'assistante sociale et il dit mais je sais pas ce qui se passe. Les gens sont en train de devenir fous, non? Elle dit oui, les gens sont désemparés. Ils sont obligés de lutter pour leur boulot. Ils sont très inquiets. Et on sent bien qu'il y a ça qui monte dans la société. Et je le dis de manière un peu ironique, mais notre objectif, l'objectif du politique, ça doit être de se demander comment on fait pour que on se transforme pas en Gotham City. Comment faire baisser la tension. Comment faire baisser la tension sociale qui existe quand on sort et qu'on sent bien quelque chose qui peut être à fleur de peau. Et là, il y a le rétablissement de liens. Vous voyez, par exemple, un projet pour les municipales, j'essaye de m'impliquer un petit peu dans ma ville à Amiens. Je pense que la question du lien et de comment on fait pour que les gens soient ensemble et qu'ils se retrouvent, c'est une question politique. C'est pas une question marginale. La politique, c'est pas seulement la technique sur les trains. Il faut qu'ils arrivent à l'heure, c'est une chose. Ça participe du lien. Mais il y a les questions de budget, déficit budgétaire. Mais je pense que remettre ça, comment on fait pour que les gens soient bien ensemble. Qu'est-ce qu'on vient faire ensemble dans la société? Ça doit être au cœur du débat politique. Et c'est une question d'éducation. Juste, je dis aux éditeurs de Sud Radio qui ne l'ont pas vu, courez voir Joker, qui est un très grand film. C'est la feuille de température du monde. J'aime beaucoup la première partie, beaucoup moins la deuxième. Je trouve que la deuxième, elle est un peu en roue libre. Oui, mais on est un peu en roue libre aussi. Ce sont les virtualités, ça, et elles peuvent arriver. C'est le principe de la fiction. Merci à vous, Bernard, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On retrouve tout de suite Martine qui veut poser une question à François Ruffin. Oui, bonjour Martine. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, et je vous remercie d'avoir invité des gens comme François Ruffin. Je pense que sa mission à lui est de
de donner le bonheur avec ses films et certainement avec son livre que je n'ai pas vu. Que vous lirez, il faut le lire. Que je lirai. Alors Voilà. dites-moi votre question, Martine. Alors, ça me paraît un peu dérisoire parce que à côté de l'immolation de ce jeune à Lyon et de tout ce qui se passe actuellement, mais je vais donc lui poser la question. Allez-y. De dire, est-ce qu'il pourrait me donner la solution pour que enfin les médias, même les radios, hein, pas la vôtre, parce que j'ai vu qu'il y avait une émission avec, je ne sais plus son nom, Oui, dites. sur l'ADP, sur la privatisation de L'aéroport de Paris. Des aéroports de Paris, oui. Finalement, est un groupe qui regroupe, qui gère 24 aéroports en France et dans 7 pays. Nos impôts ont payé les infrastructures, vous le savez, comme pour les autoroutes, et le président veut de nouveau brader à Vinci et au privé cette poule aux œufs d'or qui, quand même, a rapporté à l'État 610 millions, c'est pas rien, en 2018, et qui va doubler son chiffre en 2019. Alors, je ne comprends pas que les médias... Enfin, si, je comprends un peu, mais je comprends. Vous voulez dire, pourquoi on n'en parle pas suffisamment alors que ça vous paraît, disons les mots, une espèce d'arnaque, vous? Absolument, mais en plus, on nous donne l'occasion, ça je suis un petit peu en colère avec mes citoyens, les citoyens et les citoyennes, parce que pour la première fois, il n'a jamais été, diffusé cette ADP, parce qu'il faut l'adhésion... D'accord. Je sais plus combien de parlementaires. Donc, pour une fois, on nous donne la parole et les gens ne se manifestent pas pour signer. Mais malheureusement, quand il n'y a pas de médias, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître. On n'attire pas l'attention. Très bien. Ouais. François Ruffin va vous répondre là-dessus. Alors, il y a eu tout un paquet parce qu'il y a ADP qui doit être confié à Vinci, grosso modo, hein, on verra bien ce qui sort, mais tout comme il y avait des manifestations des Gilets jaunes l'an dernier sur les ronds-points et contre les péages Vinci, mais dans le même paquet, il y a eu Engie qui normalement devrait être un outil, y compris sur le terrain écologique puisque c'est le gaz, et la Française des Jeux qui va être un impôt prélevé sur les pauvres pour beaucoup à destination des actionnaires. Donc on a un espèce de paquet là. Moi je crois que si les médias n'en parlent pas, c'est parce que grosso modo c'est quand même le gouvernement qui fait l'actualité. Quand on dit c'est l'actualité, c'est pas naturel l'actualité. Ça n'est pas comme ça le matin comme une poule a pondu des œufs. C'est qu'il y a des gens qui l'ont produit. Et bien souvent, le gouvernement produit une actualité. Là, ils ont décidé de ne rien faire. C'est-à-dire que autant ils ont dépensé, je ne sais plus, c'est 12 millions d'euros, il me semble, sur le grand débat, à vérifier. Hein, mais enfin, il y a eu des millions d'euros qui ont été dépensés sur le grand débat. Là, autour de référendum d'initiative citoyenne, enfin, du RIP. Du RIP. RIC. RIC, oui. Qui se déroule sur ADP. Il y a eu zéro communication du gouvernement. On n'a pas de publicité dans les médias. Il n'y a pas de prospectus qui sont distribués dans les boîtes aux lettres. Il y a même eu quelques difficultés, d'ailleurs. Et il y a un site internet qui est absolument catastrophique. Donc là, je crois que ce qui est décisif, c'est en effet qu'il faudrait qu'on ait à partir du moment où ça existe, que les parlementaires ont voté ça, il y ait un budget, qu'on puisse avoir des spots télé, qu'on puisse avoir un budget de communication et avec un site internet qui soit pas foireux derrière, quoi. Absolument. Merci en tout cas Martine de nous avoir appelé. Pierre au 0826 300 300 qui veut prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Pierre, oui bonjour. Bonjour, je voudrais m'adresser à Monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin est un idéaliste et aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a plus d'opposition idéologique entre la droite et la gauche. Depuis le 21e siècle, les données ont changé. Aujourd'hui, il y a une opposition entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui possèdent les capitaux. Ce qui veut dire que celui qui possède un bien non transportable se heurte avec des gens qui possèdent des biens transportables que l'on appelle les actions. Et Monsieur Macron a d'ailleurs, lorsqu'il a créé l'IFI, il a justement fait profiter à ceux qui possèdent des capitaux en leur exonérant de l'impôt sur la fortune, et à l'inverse, il a taxé ceux qui possédaient des biens. Et c'est ça aujourd'hui l'opposition. Et demain, c'est ce qui va opposer en 2022 les deux
prétendants qui voudront prendre le pouvoir, sachant que nous sommes dans une société qui s'est mondialisée et que nous devons défendre aussi nos intérêts, au sens où si nous possédons des biens, on n'a pas à être taxé comme si derrière on était de simples citoyens avec des actions qui peuvent bien sûr, selon la politique du pays, transvaser son action d'un pays à l'autre. Oui, le capital et les capitaux mobiliers, immobiliers. Oui, François Ruffin. Alors, je suis un idéaliste, je vais pas. En effet, je porte un idéal. Je veux une transformation de la société qui aille vers du mieux pour tous. Maintenant, ça n'exclut pas de savoir que, comme disait Warren Buffett, la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, disait-il, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. C'était à l'époque. Même il dit les riches ont gagné. Voilà, les riches ont gagné. Bon, donc, il faut savoir que dans les années 80, on travaillait 1 semaine par an pour les actionnaires. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 semaines et demie pour ce qui est de verser en dividendes pour les actionnaires. Donc, il est évident qu'il y a là. Alors ensuite, l'auditeur interroge sur finalement ce qu'on appelle les bases mobiles et les bases immobiles. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un glissement de l'impôt vers ce qui était mobile. Par exemple, il y avait un impôt sur les sociétés qui était à 50%. Aujourd'hui, il est à 23%. Et encore, c'est le taux affiché, puisque pour les multinationales, il est entre 8 et 10%. Et en vérité, c'est pour les PME qu'il est nettement supérieur à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de chantage permanent qui est sinon, on va partir. Et ce qui fait qu'il y a un glissement de l'impôt des multinationales vers les PME, des bases qui sont les entreprises qui peuvent encore être attachées à leur territoire, qui vont du coup davantage payer, mais surtout le citoyen lambda. Ça va passer par les impôts locaux aussi, ou par la TVA. Parce qu'on sait bien que moi, je ne vais pas aller me délocaliser à Guernesey, ou en Andorre, ou au Liechtenstein, ou aux Bermudes. Et donc à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où il y a un chantage permanent qui est exercé par le capital pour dire « si vous nous taxez, on fuit », eh bien, ce sont les bases qui sont les bases immobiles, parce que moi, je suis attaché par des liens à ma ville, à Amiens, où j'ai mes enfants, où j'ai tout ça, où j'ai mes copains, qui font que comme je ne vais pas fuir, on peut nous taxer davantage. Voilà. Et en tout cas, merci à vous. Tout de suite, on retrouve Sylvie qui nous appelle au 0826 300 300. Oui, bonjour Sylvie. Oui, bonjour. En fait, moi, j'appelais au sujet des livres qui ont été détruits. Tout particulièrement à vous, Monsieur Berkoff, que je suis à la télé, je vous admire, j'aime bien ce que vous dites et tout ça, mais là, aujourd'hui, je ne peux pas laisser passer. Je ne comprends pas, en fait, que ce que je vois aussi à la télé, ce que j'entends chez vous, c'est qu'on ne parle que des livres de Monsieur Hollande. Mais vous vous rendez compte que le pays se meurt et maintenant nos enfants se suicident parce qu'ils ne peuvent pas faire d'études, parce qu'ils ont faim. Et vous vous lamentez sur des livres. Je ne comprends plus. Là, alors, madame, je crois que là, non, il y a eu un malentendu. Je ne me lamente pas sur les livres, et j'ai parlé effectivement de cet étudiant qui a voulu se donner la mort. C'est exactement le contraire. Je dis simplement qu'on peut réagir, mais ce n'est pas en déchirant les livres qu'on réagit. Vous savez, c'est ça. Moi, je ne défends pas les livres ni de M. Hollande, ni de M. Tartampion. Excusez-moi. Je défends la nécessité de faire des choses, mais de ne pas tomber dans la destruction, de ne pas tomber dans... Vous savez, les autodafés de livres, on a connu ça en Allemagne nazie. C'est pas possible. Et en tout cas, voilà. En tout cas, détruire un livre ou alors perdre sa voix aussi, ça c'est aussi un autre problème qui peut arriver, quoi qu'il en soit. Merci à vous, Sylvie. Vous avez pu prendre la parole et pousser votre coup de gueule. C'était votre droit aussi. Vous serez toujours la bienvenue sur Sud Radio. Merci à notre invité, François Ruffin, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes député Insoumis et Picardie Debout, d'ailleurs, de la Somme, que vous êtes l'auteur de ce livre, Il est où le bonheur, publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis, vous avez aussi été le réalisateur des films Merci Patron ou encore Je veux du soleil. Merci à vous. André Berkoff revient demain à midi dans tous ses états. J'espère en mieux. Avec une meilleure voix, il a intérêt, on va s'en occuper sinon. Et tout de suite, on va retrouver sur Sud Radio Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit son invité, le dresseur de chevaux Mario Louracci. Belle journée à vous sur Sud Radio. Sud Radio.